Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue. C'est un plaisir de vous retrouver avec nos deux invités du jour. Bonsoir Gabrielle Cluzel. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire, vous êtes également essayiste et votre dernier livre, Enracinés, nous sommes tous des héritiers, a été publié aux éditions Artege. Bonsoir Chloé Morin. Bonsoir. Vous êtes politologue associé à la Fondation Jean Jaurès. Votre spécialité, c'est l'analyse d'opinion et la communication politique. Et vous avez publié, c'est votre dernier livre, Le populisme au secours de la démocratie, point d'interrogation. C'est publié chez Gallimard dans la collection Le Débat. Je vous propose de commencer par la communication gouvernementale autour de ce qu'il est convenu d'appeler un reconfinement, même si le terme n'est pas assumé. Vous avez peut-être pris connaissance de ce document qui synthétise la communication des pouvoirs publics, et ça s'appelle « Dedans avec les miens, dehors en citoyen ». Et il y a une façon de nous parler qui est assez particulière, peut-être que c'est intelligent, on va en débattre, mais par exemple on nous dit « Je ne me rends pas chez les autres, j'aère régulièrement mon logement ». Dehors, j'évite de manger ou de boire si je ne suis pas seul. Chloé Morin, vous avez été conseillère en charge de l'opinion publique de deux premiers ministres, Jean-Marc Ayrault puis Manuel Valls. Quel jugement portez-vous sur cette communication dont beaucoup disent qu'elle infantilise les Français ? La communication, ça a pour but de faire passer un message simple ou de simplifier les choses. Donc il y a toujours un côté un petit peu caricatural. Là, la difficulté, en fait, le problème auquel le gouvernement est confronté, c'est un problème de nature politique. C'est-à-dire, reconfiner, c'est simple à comprendre. Déconfiner, c'est simple à comprendre, mais ils nous ont inventé une formule entre les deux, où on est confiné dehors ou déconfiné dedans. Et donc, ils ont la difficulté de faire comprendre aux gens des règles du jeu qui ne sont absolument pas simples. D'où le fait d'essayer d'inventer des trucs hyper simples et des slogans un peu, qui ont l'air un peu débiles pour essayer ne serait-ce qu'un slogan, à la limite, si on le trouve stupide, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'on le comprenne et qu'on le retienne. Là, en l'occurrence, c'est quelque part réussi, puisqu'on en parle. La preuve, oui. Alors, le Premier ministre, qu'on interrogeait il y a 2 semaines, même pas 10 jours, sur BFM TV, expliquait que non, il ne voulait vraiment pas infantiliser les Français. Je fais depuis le début de la gestion de cette crise, vous me l'avez souvent entendu dire, le pari de la responsabilité. Je ne suis pas favorable à l'infantilisation de mes concitoyens. Vous le croyez, Gabrielle Cluzel, ou est-ce que vous avez l'impression qu'on s'adresse à nous comme si on était des enfants d'école primaire ? Oui, on a malgré tout l'impression que c'est cette rhétorique-là qui a été adoptée. Hein, c'est un peu celle du lapin dans le métro. Fais attention, ne mets pas tes doigts dans la porte, tu vas te faire coincer. Oui. Là, en plus, il parle à la première personne. On le dit pour les internautes qui n'habitent pas Paris, c'est pour le métro parisien. Le métro parisien, mais il est devenu célèbre. Hein, il est devenu très célèbre, ce lapin. Pour tous ceux qui ont fait un séjour dans le métro, il est très visible. Mais du coup, vous vous en souvenez ? Oui. Sauf que, en l'occurrence, les Français ne sont pas des enfants. Si on joint, alors il y a la formule, mais il y a aussi l'immixtion, enfin dans la vie privée, dans l'intimité des Français, qui est, moi, je crois que jamais aucun gouvernant ne s'était introduit dans les foyers avec un tel luxe de détails. Jean Castex, il nous a dit, je serais heureux de pouvoir annoncer aux Français qu'ils peuvent se réembrasser. Donc on a compris en creux que c'était lui qui décidait quand on avait le droit de s'embrasser. C'est pas rien. Moi, j'ose dire que j'embrasse mes enfants, je suis une affreuse dissidente. Il dit également, non, pas de barbecue entre amis. Là, il a dit récemment, pas de chasse aux œufs. Pas de chasse aux œufs à Pâques. Donc, vous voyez, c'est pas de déjeuners familiaux. Donc, c'est aller très, très loin, comme finalement des parents envers des enfants, aller très loin dans l'intimité des gens. Donc, c'est quelque chose d'un peu agaçant. Déjà, parce qu'il y a cette phrase célèbre, biblique, ou en tout cas d'une épître, je crois, parents, n'exaspérez pas vos enfants. Et en plus, il se trouve qu'ils ne sont pas les parents. En fait, ils ont une mission qui leur a été confiée
apprécié par les Français, et ils n'ont pas à se poser ainsi en censeur, et cela passe d'autant moins que, évidemment, on ne peut pas dire qu'ils soient irréprochables dans tous les domaines, et c'est un euphémisme. Donc je crois que la posture d'Angela Merkel, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais cet après-midi, elle est revenue sur une décision qu'elle avait prise. Alors, je me souviens, c'est un journaliste de France Télévisions qui avait tweeté un peu vite hier. Angela Merkel a annulé Pâques. C'était extrêmement fort quand même, annulé la fête de Pâques. Donc en réalité, elle avait dit que les célébrations ne seraient pas autorisées, elle avait confiné tout le week-end. Et là, elle est revenue là-dessus, sans doute devant la bronca, et elle a dit, écoutez, j'ai fait une erreur. D'ailleurs, c'est vraiment ma propre responsabilité, et j'en demande pardon aux Allemands. Enfin, je crois qu'elle a utilisé ces mots-là. Erreur, pardon, et c'est ma responsabilité. C'est bon. Et je crois que c'est une forme d'humilité qui serait bienvenue, et on sait qu'Emmanuel Macron aime beaucoup s'inspirer d'Angela Merkel. Eh bien, on a envie de lui dire, là, c'est le moment. C'est mieux que de dire les Français ne sont pas assez subtils pour comprendre, etc. Vous vous souvenez de petites gaffes par le passé qui ne sont pas le fait d'Emmanuel Macron, mais de la majorité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces épisodes. Voilà. Là-dessus, l'humilité, c'est clairement ce qui manque. Disons que l'arrogance, c'est une des critiques qui revient le plus dans l'opinion vis-à-vis d'Emmanuel Macron spécifiquement et puis de la majorité en général, et que, à contrario, l'humilité, c'était par exemple ce qui a réussi à Édouard Philippe pendant le premier confinement, quand il essayait d'être plus pédagogue sur les mesures qui étaient prises. C'est vrai qu'aujourd'hui, on retourne à quelque chose qui est beaucoup plus autoritaire, affirmatif. La difficulté qui est celle de l'exécutif, je pense, je partage ces critiques-là, mais je pense qu'il faut voir le fait que lorsqu'ils ne font rien, lorsqu'ils ne prennent pas de mesures contraignantes ou qu'ils ne donnent pas de recommandations, il y a aussi un procès qui leur est intenté de ne rien faire. Or, entre deux procès, celui de ne rien faire et celui de trop faire, à une époque où on a tendance à judiciariser un peu toutes les choses, et quand la vie en plus est en jeu, je comprends, parce que c'est aussi la culture de la haute administration et c'est la culture d'une partie des responsables politiques, je comprends qu'ils penchent tous vers le ceinture et bretelles, en fait. Alors, dans la série Regardez comme on nous parle, je ne résiste pas à l'envie de vous faire réentendre ce moment d'anthologie. Il est signé Rémi Salomon. Alors, Rémi Salomon, ce n'est pas Jérôme Salomon, ce n'est pas le patron de la Haute Autorité de Santé qui nous annonce les mauvaises nouvelles le jeudi soir. C'est le président de la commission médicale de l'assistance publique hôpitaux de Paris. C'est un éminent professeur. Et voilà les instructions qu'il donnait pour les personnes âgées juste avant Noël. Donc on peut aller chez Papy et Mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, Papy et Mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. C'est des choses aussi simples. Non mais attendez, on peut aller les voir. On va même à Noël, parce que même si on a pris les précautions avant, on peut quand même avoir. Des fois c'est plus que 7 jours la période d'incubation. Si je transmets le virus à Papy et Mamie, c'est pire que tout. Ouais. Comment je vais vivre ça après ? Parce que Papy et Mamie, ils ont un risque sérieux d'être en réanimation et éventuellement d'en mourir. Alors, soyons honnêtes, Rémi Salomon, après, a dit qu'il regrettait de s'être exprimé de la sorte. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, je vais vous donner mon avis, mon point de vue personnel. Moi, je me suis fait un devoir d'avoir ma mère à ma table pour Noël, en prenant toutes les précautions d'usage, en disant, non, je refuse qu'on me parle comme ça. Le danger, c'est que ce soit contre-productif, ce type de communication, peut-être Chloé Morin. C'est-à-dire que les gens, ça les énerve, et du coup, ils font le contraire. Alors, il y a une partie des gens que ça peut énerver. Je pense que c'est une minorité, d'aller jusqu'à faire le contraire, je pense que c'est plutôt une minorité. Ce qu'il faut voir, c'est que sur ce type de choses, il y a une partie de la population qui est surinformée, qui est nourrie des infos en continu, etc., et donc qui sait tout ça. Mais la polémique autour de ça a au moins une vertu, c'est le fait que beaucoup plus de gens en entendent parler. Et même s'ils trouvent ça bête, ils vont quand même se dire, je fais attention. Et globalement, c'est une manière indirecte d'atteindre le but, même si c'est vraiment pas, c'était vraiment pas intentionnel. Et les propos en eux-mêmes sont bêtes, mais je pense que l'effet collatéral, c'est plutôt celui-là. C'est le fait que beaucoup de gens qui en fait n'en ont rien à faire de la politique, ne regardent pas les débats, en ont entendu parler et du coup se sont peut-être dit
dans quelles conditions je vais organiser Noël? Est-ce que c'est bien safe? Ouais. On avait consacré une couverture du Figaro Magazine à ce sujet, c'était en janvier dernier. On avait titré ça « Arrêtez d'infantiliser les Français ». Et on reprenait les extraits du dernier essai de Mathieu Laine, qui est un auteur libéral, qui disait « La crise sanitaire n'est pas gérée avec les Français, mais malgré eux. Le pouvoir au sens large, politique et administratif, agit comme si nous étions incapables de nous prendre en charge et s'adresse à nous comme si nous étions des enfants. » Finalement, c'est ça la question de Gabriel Cluzel. Est-ce que le gouvernement utilise ce type de communication pour être le plus efficace possible, ou bien parce qu'il considère que nous ne sommes pas des êtres responsables? À votre avis, c'est quoi là? C'est sans doute un peu les deux. Il y a une volonté de bien faire au départ, mais il est un fait qu'il y a la tentation de se dire qu'eux sont les sachants et que nous sommes les irresponsables. Donc c'est très gênant, au-delà du fait que c'est agaçant, parce que c'est culpabilisant, ça n'a pas besoin de l'être. Moi, contrairement à vous, je pense qu'il y a peu de monde qui est pas informé sur ces questions-là, compte tenu du matraquage Urbi et Orbi. Là, sur l'autoroute, il y a encore marqué sur les périphériques, avec le Covid, gardez vos distances. Oui, j'allais pas sauter en voiture sur la voiture devant. Donc, vous voyez, on risque pas d'y échapper. Mais surtout, on se rend compte que ça peut être un... C'est plus le changement des règles sans arrêt. Oui, bien sûr, il faut les faire connaître. J'entends bien, mais je crois que globalement, les Français n'ont pas envie de tuer leurs grands-parents, leurs parents. Ils sont très attentifs à tout cela. Donc, en rajouter en les prenant pour des enfants, c'est un peu ridicule. Et puis, c'est une façon de les tenir au creux de la main, parce que des enfants irresponsables, on les met sous tutelle, et la tentation est forte finalement de toucher aux libertés fondamentales. Moi, c'est peut-être ce qui me frappe le plus dans cette crise. On a quand même notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, on me faisait copier des lignes de Paul Éluard à l'école publique sur liberté, j'écris ton nom, et je trouve que là finalement on s'assoit assez vite sur les libertés sans qu'il y ait, alors on l'a beaucoup dit mais c'est un fait, sans qu'il y ait beaucoup de contrôle, ni du côté du législatif, ni des Français eux-mêmes, sous prétexte qu'il faut faire vite, qu'il faut prendre des décisions et qu'il ne faut pas tergiverser. Donc, au-delà du côté peut-être amusant ou agaçant, ce qui est le plus inquiétant, c'est cette atteinte aux libertés, parce que jusqu'à quand ça va s'arrêter? Moi, j'ai entendu Gabriel Attal qui dit « Ah non, la règle des 6, c'est terminé, il ne faut inviter personne chez soi. » Voilà. Alors, il y a un journaliste qui lui a dit « Oui, mais néanmoins, personne ne peut vérifier. » Et il a concédé que personne ne peut vérifier, nous restons maîtres chez nous, en principe. Donc, mais c'est vrai que c'est comment dire, une dialectique qui fait un peu peur, parce qu'on se dit à quel moment on considérera déjà qu'on est débarrassé du virus et qu'on recouvre toutes nos libertés, et les libertés c'est individuel, c'est important. Alors, ce que je remarque quand même, c'est que dès que ça gronde, le gouvernement fait un peu marche arrière. On l'a vu avec les commerces, les corps de métier qui avaient montré les crocs lors du précédent confinement, on les a laissés... Ou avec l'attestation de sortie. On l'a vu avec l'attestation de sortie, on l'a vu avec la messe. Autant en Allemagne, on a commencé à parler de supprimer, de suspendre les célébrations, autant en France, on a souvenir des manifestations, des recours au Conseil d'État, donc on n'y a plus retouché. Et les attestations, évidemment, là aussi, ça a déclenché... une forme d'hilarité, mais qui d'une part décrédibilise le gouvernement, et puis qui montre que cette crise a agi comme un catalyseur sur nos, sur nos lacunes, c'est-à-dire sur nos défauts. C'est-à-dire que nous sommes dans une suradministration un peu courtelinesque. Et bien là, on l'a vu extrêmement déployée. Et là aussi, c'est infantilisant, parce qu'à l'école, moi je ne sais pas si vous avez des enfants en âge scolaire, moi je passe ma vie à signer des papiers pour un oui ou pour un non, pour autoriser à faire ci, à faire ça. Voilà, alors on est revenu sur les attestations, mais quand même pour vous amuser un peu, parce que j'ai creusé le sujet, il reste dans les attestations le motif à cocher promène son animal de compagnie après 19h. Alors un journaliste de France Info assez intelligent a dit à le porte-parole du ministère de l'Intérieur, oui, enfin, quand on a un chien en laisse, il y a peut-être présomption, on n'a peut-être pas besoin d'avoir une attestation. Alors elle a dit, oui, mais non, pas forcément, etc. Ouais. Donc voilà, donc, vous voyez, il reste encore quelques petites perles dans ces attestations. Vous êtes assez critique sur Twitter. On vous a posé la question, trouvez-vous que les Français sont infantilisés par le gouvernement? Et vous répondez oui à 75%. N'est-ce pas au fond un reflet de notre société française, nous dit Je Petit 74 sur le Figaro.fr. Les Français sont déjà ultra
assisté. Et le même nous dit, après 60 millions de procureurs, ça c'était une expression qui avait été employée par Emmanuel Macron, maintenant nous sommes 60 millions d'enfants. Philippe nous rappelle sur YouTube le coup de la bûche de Noël avec Papy et Mamie. Ben oui, cher Philippe, en pensant à vous, on vous l'a rediffusé. Nicole06 considère que ces slogans sont infantilisants au possible. En revanche, Sébastien, sur le Figaro.fr, nous dit infantilisation peut-être, mais que penser des trop nombreux comportements de nos concitoyens irresponsables. Chloé Morand, vous qui connaissez bien l'administration de ce pays, est-ce que vous pensez qu'il y a chez les technocrates, on va dire, une sorte de complexe de supériorité par rapport aux Français moyens, entre guillemets? Oui, il y a très profondément l'idée qu'ils savent mieux et qu'au fond, il y a un attachement, et je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. On a un problème de culture démocratique, au fond. C'est-à-dire que d'un côté, dans la population, on a quand même un consentement résigné à une forme de gouvernement qui dialogue peu, qui délègue peu, qui ne partage pas le pouvoir et qui centralise quand même le pouvoir, notamment entre les mains du président. Et ça, quelque part, on peut dire, oui, que les libertés ont été restreintes et que personne n'est dans la rue, enfin très peu de monde est dans la rue pour protester. Donc là-dessus, il y a un problème vraiment de culture. On a tendance, effectivement, à considérer que le dialogue, c'est du temps perdu. Que quand on vote une loi, vaut mieux la voter en 1 heure qu'en 1 semaine parce que le temps passé à discuter n'enrichit pas la loi, mais forcément est du temps perdu. Enfin, on a tout un tas de choses qui, profondément, à mon avis, sont dans les représentations très ancrées et sont problématiques au regard du fonctionnement d'une démocratie normale. Et après, j'ai oublié votre question du coup. Ma question c'était, est-ce que les hauts fonctionnaires, ils regardent et un donc, peu de haut? cette culture-là, on la retrouve chez les hauts fonctionnaires. C'était pour dire que ce n'est pas que les hauts fonctionnaires, on a un problème vraiment plus large. Mais chez les hauts fonctionnaires, on a en plus l'idée qu'on a les meilleurs diplômes, on a les meilleures connaissances techniques, etc. Et donc, notre devoir, c'est faire le bonheur des gens, y compris malgré eux. Oui, ça c'est pour le coup. Et donc, la meilleure loi, c'est celle qui sort de l'administration et pas celle qui sort du Parlement et qui a été discutée, rediscutée, etc. Et pour ceux que ce sujet de la fracture entre la haute fonction publique et le pays intéresse, je renvoie à votre avant-dernier livre, Les Inamovibles de la République. C'est un autre livre dont je vous propose de parler maintenant. Il est écrit par une de nos consoeurs du Figaro, Eugénie Bastier. Ça s'appelle La guerre des idées. Ça a été publié chez Robert Laffont. C'est une enquête au cœur de l'intelligentsia française. Et l'un des thèmes qui est discuté dans ce livre, c'est de savoir si les intellectuels de droite ont, entre guillemets, gagné la guerre des idées. Alors, Gabrielle Cluzel, vous êtes la rédactrice en chef d'un site, Boulevard Voltaire, qui est fièrement ancré à droite. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir gagné ? Non, je crois qu'on peut dire simplement que peut-être la droite relève la tête, on va dire, et que le magistère de gauche, qui était quand même dominant, majoritaire, eh bien, de temps en temps, rencontre un petit peu d'opposition. Pas beaucoup en réalité, mais néanmoins, il se sent peut-être menacé. Alors, il y a plusieurs raisons, je pense. Il faut s'entendre sur les mots gauche et droite, hein, parce qu'on a longtemps considéré que la droite, c'était finalement le libéralisme face à la gauche étatique. Enfin, et on voit bien que la ligne de fracture aujourd'hui est différente. Disons qu'aujourd'hui, je pense qu'elle se situe entre, pour faire vite, des conservateurs enracinés, soucieux de transmettre et fiers de ce qui, grosso modo, de ce qu'ils ont à transmettre, et puis des progressistes plus mondialistes, peu enracinés précisément, et qui sont plus dans une optique de déconstruction, même si évidemment dans ces deux camps il y a toutes sortes de nuances. Alors
pourquoi aujourd'hui la gauche et le magistère de la gauche est remis en cause. Le premier, si je puis dire, c'est que c'est dangereux en fait d'avoir un magistère précisément, d'avoir l'impression que ce qu'on dit est un dogme de foi, parce qu'on devient intellectuellement paresseux. Je pense que l'intelligence, elle naît justement, enfin la réflexion naît du frottement des intelligences. Donc ça fait longtemps qu'il n'y a plus de vrais débats sur les chaînes télévisées, enfin ça recommence, mais sur les chaînes, on a eu pendant longtemps, même dans les universités, on le découvre, hein, il y a une espèce de... Là aussi, dans les sciences sociales notamment, un certain nombre de théories qui se sont développées sans rencontrer d'opposition, avec des étudiants, moi je dois le dire parce que je les ai rencontrés quand je n'en ai pas fait partie, c'est-à-dire en montant, c'est-à-dire des étudiants qui deviennent un petit peu schizophrènes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord nécessairement avec ce qu'on leur enseigne, mais ils ont appris dans une espèce de forme de dimitude intellectuelle à régurgiter ce qu'on leur enseigne, parce qu'ils savent que c'est le moyen pour avoir leurs examens, comme aujourd'hui, on peut le dire, de toute façon, ça a été relevé, donc même si ce n'est pas que cela, mais comme une étudiante qui, par exemple, répondrait en écriture inclusive, même si elle n'a pas envie d'écrire en écriture inclusive, mais parce que sa prof lui écrit en écriture inclusive, donc elle juge nécessaire de le faire pour, comment dire, ne pas mettre en cause la suite, le bon déroulement de son enseignement. Et là, donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, donc la gauche est partie dans une espèce de, comment dire, de course folle avec des idées qui deviennent particulièrement hors sol, parce que je pense que la gauche a deux tropismes, malgré tout, c'est l'idéologie et peut-être l'utopie. Alors elle s'est décrochée du réel, et aujourd'hui on a le sentiment que le bon sens s'est réfugié à droite. Vous savez qu'aujourd'hui vous êtes qualifié de droite si vous consommez de la viande, vous dites joyeux Noël, vous parlez de France, et vous dites que l'immigration c'est un problème en France. Ça, vous êtes vraiment limite fascisante. Or, c'est le réel, parce que le tropisme de la droite, avec tous ses défauts, elle en a, c'est d'être attachée au réel et à l'empirique. Donc, elle ne s'est pas décrochée, je pense, de la réalité des Français comme a pu le faire la gauche. Chloé Morin, si on retient cette définition de la droite proposée par Gabriel Cluzel, est-ce qu'on peut dire que ces idées-là, elles sont de plus en plus ancrées dans la population, et que donc la droite aurait gagné, entre guillemets, la guerre des idées dans le pays, mais qu'en revanche, les élites, on peut penser au système universitaire, ou culturel, ou même assez largement médiatique, je pense en particulier au service public, dans lequel il y a clairement des idées qui sont favorisées par rapport à d'autres, là, la gauche règne encore. Est-ce que ça vous va, cette dichotomie, ou ça vous paraît abusif ? Je crois que dans le livre d'Eugénie Bastier que vous citez, elle explique quelque chose qui me semble très juste, c'est que personne ne pense avoir gagné. C'est-à-dire que la droite explique qu'elle est en minorité, mais la gauche explique qu'elle est en minorité aussi et qu'elle est maltraitée. Et puis, donc, toutes les familles politiques qu'elle décrit se vivent plutôt en minorité et pas en dynamique. Et ça, je trouve ça très intéressant. Je ne suis pas sûre que la frontière entre droite et gauche, elle soit de l'ordre du pragmatisme versus idéologie. Je pense que des deux côtés, il y a de l'idéologie. Ça porte juste pas sur les mêmes choses. Et que des deux côtés, il y a une forme d'attachement au réel, mais juste pas sur les mêmes thématiques. Par exemple, on peut très bien dire que la gauche est pragmatique sur la question de la pauvreté parce qu'elle regarde comment elle se forme, etc. Et voilà, c'est pas spécialement déconnecté. Et l'affrontement idéologique, enfin, c'est pas l'idéologie qui est malsaine, c'est le fait de ne pas se confronter, en fait, et de ne pas vouloir se confronter. Et c'est de ça dont on a manqué. Dans les médias, peut-être, mais en tout cas en politique. Certainement. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'explique un peu dans mon livre. Je suis convaincue que dans les dernières années, une part du vote populiste et de l'abstention vient du fait que les offres politiques avaient l'air d'être des nuances de gris. La droite, c'était un truc un peu enfin, c'était une gauche un peu plus dure, et la gauche, c'était une droite un peu plus sympa. Enfin, c'est le macronisme, quoi, pour faire court. Ben oui, c'est-à-dire que du coup, on n'offrait pas aux gens des vraies oppositions entre des choix de société. Et donc, à ce moment-là, on va chercher la différence, on va chercher à changer la vie, entre guillemets, en votant radicalement différent. Donc, populiste. Quand je dis populiste, c'est donc les extrêmes de l'échiquier politique, pour aller vite.
La droite a-t-elle gagné la bataille des idées? C'est l'autre question que nous vous posons sur Twitter. À vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct. Et la réponse est non à 64%. Léon sur Twitter nous dit non, donc il est d'accord avec la droite n'a pas gagné, mais elle se bat mieux, 3 petits points, et y arrivera, point d'exclamation. Ça, c'est un signal d'encouragement pour Gabriel Cluzel. Michael sur YouTube, la bataille des idées se joue à l'université, dans l'école républicaine, et on a bien vu qui y régnait. Momo Premier sur le Figaro.fr. La gauche est devenue en partie islamiste par clientélisme, confère la mairie de Strasbourg. En l'occurrence, vous faites allusion à cette subvention que la nouvelle maire de Strasbourg, Europe Écologie Les Verts, souhaite donner à une mosquée en construction. Et puis, à cette réflexion de Eudes sur YouTube, c'est intéressant, Gabriel Cluzel, je vais vous faire réagir là-dessus. Je crains que l'échec de Fillon et le désengagement de la droite sur les sujets sociétaux, seul domaine où elle se différencie de Macron, l'ait rendue invisible. Alors, là aussi, on revient sur cette définition de l'ambiguïté de la droite. Je réponds juste sur la question de la pauvreté. Moi, je crois que c'est le contraire. C'est la droite qui est pragmatique en matière de pauvreté, parce que notamment sur les questions d'immigration, elle se rend bien compte, comme une bonne mère de famille, un bon père de famille, qu'elle doit s'occuper préférentiellement de ses enfants et qu'elle ne peut pas accueillir le monde entier. Sinon, c'est tout le monde entier qui sera malheureux, ou en tout cas, elle doit s'en occuper en deuxième lieu, après s'être occupée de ses propres enfants, oui. Et donc, je crois qu'au contraire, la gauche est actuellement est en train de perdre aussi sur ce terrain-là, parce qu'il y a tout un tas de Français atteints de pauvreté qui ont le sentiment d'être abandonnés par la gauche. Mais sur la question de la visibilité, non, je crois qu'il y a une recomposition. C'est vrai que la droite, au moment de l'affaire François Fillon, a eu l'impression d'avoir été spoliée, s'est sentie menacée, même au moment des européennes, quand Bellamy a malgré tout essuyé un semi-échec sur un programme que l'on savait sociétal compte tenu de la personnalité de François-Xavier Bellamy. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Précisément, on est en train de sortir de cette ambiguïté de la définition de la droite que l'on a confondu avec l'ultralibéralisme pendant longtemps. Vous l'avez dit, finalement, les régimes de droite, de gauche, les gouvernements se sont succédés sans qu'on voit très bien la différence. Et finalement, l'acmé de cette fusion, vous l'avez dit aussi, Guillaume, c'est Emmanuel Macron. C'est ce fameux ruban de Möbius dont parle Michéa, c'est-à-dire qu'en fait... C'est quoi ce ruban ? Le ruban de Möbius, vous connaissez ? Non. En fait, sur un ruban, c'est les deux faces d'un même ruban. Donc, par exemple, l'ultralibéralisme économique et l'autre phase de l'ultralibéralisme sociétal. Et finalement, ils sont avec les mêmes ressorts. Libéraliser les marchés pour plus de consommation, c'est finalement le même jeu, si je compare avec, par exemple, la libération sexuelle, que libéraliser l'acte sexuel pour plus de consommation. Vous voyez, il y a des formes de recoupement, et je pense que la fusion, le point d'orgue, c'est aujourd'hui Emmanuel Macron. Et donc, en réalité, il y a tout un public qui a le sentiment que la droite n'a pas trouvé son expression, parce que sans doute depuis les années 60, il y a eu comme un Yalta intellectuel qui a fait que la droite s'est gardée le côté économique, parce qu'elle s'était remise en cause, parce qu'on l'avait fait douter d'elle, parce qu'elle doutait d'elle elle-même, le complexe du collaborateur, du colonisateur, avec une relecture à gauche de l'histoire assez partiale, il faut bien le dire. Et donc on a laissé toute la partie intellectuelle et l'enseignement, les universités, à la gauche. Et aujourd'hui, il y a le sentiment d'avoir, du côté de cette droite conservatrice, c'est tenté que ce ne soit pas un pléonasme, d'avoir été réellement dépossédée de son corpus. Et puis d'avoir été enfermée, parce qu'en fait, les conservateurs n'ont jamais été réellement des ultralibéraux. Ils sont libéraux dans le sens où ils ont envie que les artisans puissent entreprendre. Mais en réalité, si on dit que les conservateurs s'inscrivent dans la ligne elle a été largement inspirée par la doctrine chrétienne, eh bien, il faut se souvenir, par exemple, que c'est les penseurs chrétiens qui ont imaginé en premier la caisse d'allocation familiale, notamment. Donc, je crois que la droite a une envie de reconquête et va profiter de cette espèce de mur qui se dresse face à la gauche actuellement, un peu empêtré dans ses contradictions, comme a pu le montrer l'affaire de l'UNEF, par exemple. Micheline, sur YouTube, nous dit la droite n'est plus très crédible. Pour gagner, ce sera difficile. Faire des promesses, c'est bien, mais les tenir, c'est autre chose.
chose. Et puis Moser, qui est assez sévère, pour gagner la bataille, il faudrait déjà avoir une idée. Est-ce que, Chloé Morin, la force de la droite sur la gauche, c'est au moins ne pas avoir en son sein un élément de fracturation aussi majeur que la conduite à tenir vis-à-vis de l'islam. On le voit à gauche, on prend le sujet de l'UNEF par exemple, où le patron du Parti Socialiste vient de dire qu'il désapprouvait cette dérive communautariste de l'UNEF, alors que la France Insoumise les soutient complètement, ou même une partie du PS comme Benoît Hamon. On va dire qu'à droite, il y a peut-être moins de grenades comme ça qui explosent, et c'est peut-être un atout. Il y a des sujets qui ne font pas consensus à droite, clairement. Mais la vérité, c'est en effet que l'actualité, le terrorisme, etc., a avivé une fracture sur le rapport à la République qui était déjà importante entre deux partis de la gauche et fameuse de gauche irréconciliable de Valls. Et ça, c'est effectivement difficile à dépasser. Mais il y a beaucoup de choses que la gauche partage. C'est-à-dire que sur l'écologie, elle est d'accord, sur la redistribution, elle est d'accord, mais sauf que tous ces sujets-là, aujourd'hui, sont plutôt secondaires dans l'opinion, par rapport à la question républicaine et régalienne au sens large. Donc, ça désavantage la gauche, et on le voit avec le nombre de candidats probables à la présidentielle, où il y aura donc Jean-Luc Mélenchon et probablement un candidat vert plus un candidat PS, à moins qu'il n'arrive à se regrouper, mais on voit bien la difficulté. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Point de vue reviendra bien sûr demain au même endroit et à la même heure. Bonne soirée.